Salut à tous et bienvenue sur le podcast Hype. On continue de faire les présentations des divisions. On a fait la division du Nord, maintenant on va faire la division de l'Ouest avec des invités de Marc Romain Delbello qui nous vient tout droit de Los Angeles. Salut Romain. Salut à tous, plaisir toujours d'être avec vous. Et Stéphane Clou, ancien gardien de l'équipe de France qui nous accompagne toujours. Salut Stéphane, ça va bien ? Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir Charles et bonsoir Romain. Tout va bien, merci beaucoup. Et là, je ne suis pas à Los Angeles. Voilà. Mais ça va quand même. Moi non plus. Moins de soleil, il fait froid, mais bon, on va pas se plaindre quand même. On va commencer donc par les Ducks de Anaheim. Cette division, elle est quand même moins serrée que la division du Nord, qui devrait l'être un petit peu plus, Romain. C'est un peu la division des grands écarts, quoi, cette division-là. C'est-à-dire qu'il y a des équipes très très fortes, avec Colorado, avec Saint-Louis, avec Vegas. Et puis il y a des équipes moyennes, voire très faibles, notamment en Californie. Donc c'est vrai que pour les pronostics, entre guillemets, il y a moins de difficultés. On se trompera peut-être à la fin de l'année. Mais clairement, c'est le grand écart. Il y a peu d'homogénéité dans cette division, ouais, c'est clair. Et les Ducks font partie des équipes plutôt faibles, mais qui sont à la recherche d'un renouveau, on va dire. Une équipe complètement en reconstruction. Ils avaient été bons plutôt offensivement la saison dernière, mais ils avaient pêché derrière, ils avaient pêché en supériorité numérique, en infériorité numérique. Pas mal de brèches à combler et on a décidé d'aller chercher un joueur qui a remporté la Coupe Stanley, Kevin Shattenkirk. Qu'est-ce que tu penses de cette acquisition, Stéphane ? Moi, c'est un joueur que j'ai toujours bien aimé. Je trouve que c'est un joueur qui a un gros potentiel, qui n'a pas toujours exploité, hélas, qui a son caractère aussi, mais qui peut vraiment apporter quelque chose. Clairement, en défense, sur les supériorités numériques, il a un lancer de folie. Il a une très, très bonne vision du jeu. Il coûte quelques buts, mais comme tous ces défenseurs qui prennent des risques et qui sont efficaces offensivement, à un moment donné, il n'y a pas de miracle, t'en donnes. Tu permets à ton équipe d'aller scorer, mais tu donnes aussi des chances aux équipes adverses de marquer et ils font des petites boulettes comme voilà, j'en ai pas tout de suite qui me viennent là, mais voilà, défenseurs qui jouent de ce style-là peuvent apporter certainement quelque chose au niveau offensif et les Ducks en ont besoin. Ils ont besoin aussi défensivement parce que c'est un joueur qui est très bon en 1 contre 1. Et donc, ça, c'est un bon choix. De toute façon, voilà, pour moi, c'est un très bon joueur et du coup, c'est un bon choix de la part des Ducks de récupérer Shattenkirk. Quand on regarde l'alignement, Romain, c'est quand même une belle équipe, même s'il y a eu des déceptions. Quand on regarde Jacob Silversberg et Richard Raquel la saison dernière, ils ont été décevants. Mais dans l'ensemble, il y a quand même une belle homogénéité avec des jeunes joueurs. On voit Trevor Zegras qui a été MVP du mondial junior, Max Jones. Il y a des bons jeunes joueurs. C'est une équipe d'avenir, mais il ne faut pas espérer grand-chose cette saison finalement. Il y a un potentiel, clairement, sur le papier, qui n'a pas été converti l'an passé. Gibson ne peut pas tout faire dans les buts. On sait que c'est un gardien exceptionnel, vraiment, qui peut porter une équipe. Sauf qu'on ne peut pas non plus lui demander de faire des miracles sur toute une saison. Donc, il y a un potentiel. Est-ce que cette année, elle arrivera à l'exploiter ? C'est peut-être encore un petit peu court. Il n'y a pas assez d'acquisition, je pense. Sauf si des joueurs vraiment ensemble montent leur niveau. Ça me paraît un peu court. Après, comme on l'a dit, on va faire l'équipe par équipe, mais il y a 4 places à prendre dans chaque division pour les playoffs. On va dire que les 3 premières sont assurées, donc il y a une 4e place à aller chercher et c'est peut-être la moins mauvaise de toutes les autres équipes, quoi, finalement, à Anaheim, donc il peut aller gratter la 4e place. Voilà, ça reste pour l'instant pas une équipe quand même qui nous fait trembler, on va dire. On va passer… Pardon, Stéphane ? Je dis pas mieux. Je suis encore une fois, on va dire évidemment que beaucoup d'interrogations finalement. Non, mais là sur Anaheim, oui, voilà, c'est le résumé et tout à fait de la situation. Romain bien résumé. Un gardien qui peut pas tout faire, qui est jeune aussi quand même s'il commence à avoir un peu d'expérience. Défensivement, c'est pas top. Devant, oui, il y a du Getzlaf, il y a des joueurs, il y a Raquel, il y a Silverberg, il y a du potentiel. Mais oui, clairement, moi, je ne verrais même pas atteindre la 4e place, mais on va voir après en parlant des autres équipes. Mais oui, il y a du boulot pour revenir à ce que cette équipe était il y a encore quelques saisons. Ouais. Quand on regarde le premier trio, quand même, ça ne fait pas rêver. Sonny Milano, bon, certes, il y a Ryan Getzlaf, mais qui est quand même sur la pente descendante. Et Danton Heinen. On préfère la 2e ligne, quoi. La 2e ligne, elle a un plus fort potentiel. Oui. Et puis la 3e par rapport à Zegras, dont on a parlé, qui est un jeune. On verra qui va être intéressant à suivre.
Voilà, c'est ça. Ça va être un peu la petite curiosité, le petit plaisir de la saison du côté d'Anaheim. Parce que le reste, c'est vrai que, bon, ouais, pas. Déjà, à la base, j'ai du mal à regarder les Ducks à la base déjà, mais ça, c'est personnel. Mais c'est vrai qu'objectivement, ça fait pas rêver, quoi. C'est pas toujours très objectif. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que quand tout à l'heure, on lisait la composition de Toronto, enfin des 4 lignes d'avant Toronto, et que tu regardes là, voilà, c'est caviar d'un côté, œufs de limbe de l'autre côté, quoi, en fait. Hein, c'est un peu... Ouais, on verra cette équipe. Ce sera peut-être pas pour cette saison ni la saison prochaine, peut-être celle d'après, en tout cas. On a le temps de voir venir du côté des Ducks d'Anaheim. Alors, on va maintenant s'intéresser aux Coyotes de l'Arizona, qui là aussi, eux, déçoivent mine de rien d'année en année. On a décidé de faire de Phil Kessel le patron de cette équipe. Et finalement, est-ce qu'il serait pas meilleur en tant que, j'ai envie de dire, d'acolyte plutôt que de commandant? Aussi, on a tout dit depuis des années sur Phil Kessel, qui est un joueur, un très bon joueur, énorme potentiel, mais qui effectivement a besoin peut-être d'être plus entouré que d'être le leader. La meilleure preuve, c'est quand il était à Pittsburgh, où il était vraiment dans un cadre parfait avec des stars plus fortes que lui, et il le savait. Quand on a Crosby et Malkin dans son équipe, on la ramène pas. On fait ce qu'on peut faire. Et puis ça lui a permis de gagner une Coupe Stanley, je pense, parce qu'il était, je pense, de l'Armada. Oui, il a gagné. Voilà, bien sûr. Donc lui donner les clés du camion, non, c'est pas la personnalité pour. Donc Arizona. Après, on a fait venir quand même des bons joueurs, puisqu'il y a Brassard qui arrive, il y a Kajula qui va venir aussi. Donc il y a un potentiel. Ils peuvent faire quatrième théoriquement. C'est même normalement eux qui devraient faire quatrième dans cette division. Finalement, on ne sait pas trop quoi penser de cette équipe des Coyotes de l'Arizona parce qu'on a fait venir Tyler Hall qu'on a payé assez cher. On s'est dit, ça y est, enfin cette franchise va changer de dimension, va faire quelque chose en série éliminatoire. Finalement, ça n'a pas fait grand-chose la saison dernière. Tyler Hall s'en va, s'en est allé du côté des Sabres de Buffalo. Et finalement, fallait changer quelque chose. Du coup, on a décidé de changer le general manager. C'est un jeune, Bill Armstrong, qui prend les rênes de cette formation. Est-ce que finalement le fait que Tyler Hall décide de ne pas rester, ce ne serait pas une franchise un petit peu comme Columbus qui n'arrive pas à conserver ses gros joueurs, une franchise peut-être pas assez grand marché? Si, c'est bien résumé, encore une fois. Quand je complimente pas Romain, Charles, je te complimente également. Non, mais bien évidemment, ça arrose. Non, mais ils sont pas. Et je suis désolé, je n'avais pas la monnaie sur les 100 euros tout à l'heure, je vous redonnerai vos 20 euros. On avait dit 80 chacun, mais je vous dois les 20 balles. Mais non, mais c'est sûr, par rapport à des équipes comme Boston, comme même les Rangers, enfin tous les originaux, les 8 équipes originelles, c'est compliqué de construire et de réussir à faire. Alors, et il y a aussi d'un autre côté des équipes qui font rêver très rapidement, comme Vegas, mais qui ont été construites de façon plus récente, avec un impact différent. Ça a fonctionné tout de suite. Là, ça, c'est la réussite parfaite. Donc, heureusement qu'on peut contredire ce que. Voilà, mais c'est vrai que cette équipe d'Arizona, de toute façon, elle n'a jamais fait rêver personne. Mais globalement, même en termes d'image, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'arrives pas. Alors que Vegas, la première année, bien sûr, ils vont en finale, ça fait rêver, mais tout ce qui était autour, c'était bien fait en termes de com, en termes de c'est sûr que la ville, ça représente quelque chose aussi. Voilà, tout ça, ça compte. Mais oui, donc c'est compliqué. Ça fait partie de ces équipes qui, de toute façon, décollent pas. C'est toujours une des plus basses fréquentations de la NHL, la patinoire d'Arizona. Donc, et puis on n'a pas le souvenir, Stéphane et Charles, d'exploits d'Arizona qui nous ont fait rêver en play-off. Voilà, c'est pas une franchise qui fait rêver. Leur seule chance, malheureusement, ils n'ont pas pu la saisir, c'est que Matthews ait grandi là-bas et qu'il aurait adoré jouer pour les Coyotes. Enfin, il n'est pas fou, il a envie de gagner des trophées aussi. Peut-être qu'un jour, il ira en fin de carrière pour leur apporter quelque chose. Mais clairement, c'est pas… Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on a encore le temps. On sera plus là, nous, Stéphane. On sera parti depuis longtemps. Et toi, tu as encore un peu de marge. Moi, c'est sûr. Ouais, moi, je serais plus très lucide non plus. Mais bon, clairement, c'est pas une franchise qui fait rêver. C'est dommage parce qu'il y a quand même du potentiel. Mais bon, c'est compliqué pour l'Arizona. Ouais. Oui, mais des grands joueurs, voilà, encore une fois, si tu sais que tu vas réussir, tu peux pas faire, ils n'ont pas mis suffisamment de bons joueurs pour réussir. Puis encore une fois, au-delà des joueurs, de créer quelque chose, et une dynamique dans la ville aussi, enfin que tout ça, d'un coup, quand il y a le match le week-end, tu traverses ta ville, tu vas à la patinoire, tu es content comme tout, tu as tous les mecs, il se passe un truc, là, ça reste très, c'est pas
Mais c'est comme Anaheim. Anaheim, c'est compliqué de jouer à Anaheim. Voilà, certes, ça fonctionne un peu mieux. C'est l'ancienne équipe de Mickey, enfin de Disney. Ouais. Donc, il y avait une promotion autour de ça. Oui, la patinoire est sympa. Anaheim. Le cadre donne envie, pas bien. Mais elle était sympa, je trouve, cette comparaison avec les Golden Knights de Las Vegas, parce que quand on regarde cette équipe des Coyotes de l'Arizona, on se dit c'est une équipe qui manque de leadership. Mais quand les Golden Knights sont arrivés, justement, on disait la qualité de cette équipe, c'est qu'il n'y a pas vraiment de leader et qu'on est tous un petit peu au même niveau. Donc au final… Ouais, mais après, il y a une grosse différence. Les Golden Knights, ils partaient de zéro, parce que c'était une franchise qui se crée, qui arrivait. Donc il y a eu toute une réflexion d'un coup pour essayer de, tout de suite de mettre une équipe en place, et ils l'ont parfaitement réussi en allant jusqu'en finale, et ils auraient très bien pu gagner, ce qui aurait été absolument incroyable pour une première saison. Donc il y a eu une réflexion focus sur une courte période. C'est plus compliqué de monter une équipe quand on a déjà un effectif, qu'on a une culture qu'on a ou qu'on n'a pas, un passé, un passif, et qu'il faut faire avec les éléments qu'on a. Ça prend du temps de reconstruire une équipe plutôt que de la construire. Donc voilà, ça ne se commande pas comme ça prend du temps, et Arizona végète depuis un moment. Clairement. Et pour aller plus loin, pour Vegas, pour aller plus loin sur Vegas, il ne faut pas oublier qu'on a tout fait pour que ça se passe bien. Pour en tout cas, eux qui prennent chaque joueur dans chaque équipe, enfin je veux dire, on avait protégé ces 9 joueurs, je crois, et il y en a plein, c'est pour savoir qu'il y a beaucoup de déçus qui étaient persuadés qu'ils rentreraient dans ces joueurs protégés et qui n'ont pas été protégés, qui sont partis à Vegas, et là qui avaient une vraie envie de revanche. Donc ça a su créer aussi à un moment donné en disant, bougez pas, donc chaque équipe que tu rencontrais, pas oublier que tu avais plein d'anciens joueurs de chaque équipe. Ouais. Donc à chaque fois, et on sait, les joueurs qui jouent contre leur ancienne équipe sont très performants pendant ces matchs-là. Parce que tu as envie de leur montrer en disant, vous m'avez laissé partir, vous allez voir comment je joue. Et du coup, c'est vrai que ça a donné cette force à cette équipe sur tous les matchs, parce que les joueurs venaient de tous horizons. Et avec cette envie aussi de montrer en disant, encore une fois, voilà, vous ne m'avez pas gardé dans les 9 principaux joueurs, et vous avez bien du temps, parce que cette année, on va bien vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est vrai que… Voilà, et puis au-delà de Vegas, tout a été construit dans des conditions idéales, et une franchise comme Arizona… Voilà, qui est pas très vieille. Et c'est compliqué de réussir à créer quelque chose. Mais comme Carolina, je veux dire, ça a créé aussi quelque chose, un rallye, tout ça, mais c'est pas, voilà, c'est encore une fois, c'est pas comme un match à Boston, c'est pas comme un match même à Philadelphie ou Saint-Louis, où là, c'est Madison Square Garden. Tu parlais, Charles, de pas de star à Arizona. Ils ont eu Shane Doan, qui était vraiment le joueur emblématique, qui lui donnait envie de suivre l'équipe pour le coup, en tout cas quand ça marchait bien, parce que là ils avaient une âme, ils avaient quelque chose avec ce joueur-là qui a joué quasiment 20 ans là-bas, qui a tous les records, qui est humainement, on sentait qu'il y avait… C'était chez lui, quoi. Voilà, ils ont perdu Shane Doan, et donc du coup là, ils ont perdu quasiment toute identité. Donc c'est vrai que ça fait longtemps en plus c'est une franchise qui est sur la tangente depuis des dizaines d'années. On sait bien que si un jour il y a une relocalisation, ça sera, a priori, c'est elle qui devrait partir. Donc bon, pas facile de construire du hockey dans ces conditions, mais on verra. Là, par contre, tu nous balances du Colorado. Là, c'est autre chose. Oui, voilà. Là, c'est autre chose. Là, ça va être autre chose. Ça devrait finir très haut. L'Avalanche du Colorado. Pas beaucoup de changements, mais je trouve des changements très intéressants. On a ajouté un défenseur solide, Devon Taves, qui nous vient des Highlanders de New York, une référence en manière de défense. Et on a ajouté aussi un petit peu plus de profondeur en attaque. Un joueur qui avait fait la différence il y a quelques années lorsque les Blackhawks avaient remporté la Coupe Stanley, Brandon Saad, qui a gagné un titre et qui avait été très important en séries éliminatoires. Et puis, on n'a pas donné grand-chose en retour, Nikita Zadorov et Vladislav Namestnikov pour les départs de cette équipe de l'Avalanche du Colorado. C'est une équipe qui devrait finir haut, ça. Stéphane. Ben oui, bien évidemment. Et pourquoi il y a peu de changements? Parce que l'équipe, elle est bien, quoi. On sent que ça fonctionne bien. On parlait tout à l'heure de mayonnaise. Tu sens que l'équipe, il y a une vraie dynamique. Les mecs sont bien ensemble, tout ça. Qu'est-ce que tu vas aller mettre le bordel, pardon l'expression, mais tu gardes ça. Et tu ramènes un mec qui est bien aussi. Peut-être que je ne connais pas beaucoup. Mais ça, c'est top. Ça, c'est top dans une équipe. Le mec, ça te claque des buts quand il faut. C'est un bon état d'esprit. Tu ramènes quelqu'un de bien, quoi. Tu mets pas tu vois, tu m'aurais fait venir un Kessel là-dedans. Je dis, oh là là, qu'est-ce que tu as, le bordel. Là, t'es tranquille. C'est-à-dire que tu fais venir un mec dans le vestiaire qui a un bon esprit, et cette équipe qui est jeune s'entend bien. Enfin, tout est ouvert pour cette équipe qui pourrait aller chercher une Coupe Stanley comme il y a quelques années. En fait, on regrette juste que l'Avalanche est un petit peu ripée l'an passé, la saison passée, il y a quelques mois, en demi-finale de conférence contre Dallas, qui a un peu surpris tout le monde d'ailleurs. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était voir Colorado Tampa Bay en finale de Coupe Stanley. On ne va pas se mentir, ça aurait été absolument exceptionnel.
Voilà, et Colorado, pour Colorado, là, clairement, pour moi, ils sont favoris. Ils ont une énorme pression sur les épaules. C'est les favoris de l'Ouest. C'est une énorme équipe. D'ailleurs, quand on regarde sur tout ce qui est un petit peu les fantasy, voilà, les spécialistes de hockey, parmi les joueurs numéro 1 à prendre, alors que McDavid est quand même la vitrine de la NHL, tout le monde a tendance à prendre finalement McKinnon, qui est exceptionnel, quoi. Voilà. Donc moi je suis plus McKinnon que McDavid, effectivement, dans l'absolu, même si les deux sont exceptionnels. Donc ils ont tout ce qu'il faut, ils ont le joueur d'élite, ils ont une première ligne qui fonctionne, qui clique comme ça, qui est magnifique. Ils ont derrière, ils ont du potentiel avec ça qui vient d'arriver, avec Kadri qui est quand même un joueur là qui s'est bien ressaisi depuis qu'il est à Colorado. Oui. Voilà, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont un Français qui fait le travail, Pierre-Edouard Bellemare. On est content qu'il ait cette possibilité d'aller chercher une Coupe Stanley après être passé très près avec Vegas. Donc voilà, Colorado, moi, s'ils vont pas au moins en finale de Coupe Stanley, c'est un échec pour moi, clairement. Ouais, mais le problème, c'est que dans leur division, il y a les Golden Knights de Las Vegas, et là aussi, il y a eu des grands renforts. On en reviendra sur les Golden Knights un petit peu plus tard. Cette équipe de l'Avalanche du Colorado a connu beaucoup de blessures pendant les séries éliminatoires. C'est Hutchinson qui était gardien partant pour le match numéro 7 en demi-finale de conférence face aux Stars de Dallas, et ils ont quand même failli passer. Ils ont été éliminés à cause d'un triplé de l'incroyable Joel Kiviranta qui sortait complètement de nulle part alors qu'il menait dans les 5 dernières minutes. C'était un match complètement fou. Ils devaient passer, ils ont finalement perdu. Il y a eu aussi des blessures. Landeskog était blessé, Rantanen a aussi été blessé la plupart de la saison. Ils ont failli être en finale de conférence avec beaucoup de blessés, notamment devant les filets. Elle est là aussi l'interrogation devant les filets. Francouz et Grubauer, est-ce que ça va tenir le choc? Il y a eu beaucoup de blessures là aussi. Pardon Romain, oui, c'est pas la première équipe qui connaît des soucis avec les gardiens. Puis on a vu des gardiens arriver si on pense à Saint-Louis il y a 2 saisons, des gardiens arriver qu'on n'attendait pas du tout, être capables de faire le travail. On voit que maintenant, en tout cas, le niveau, même pour les gardiens, parce qu'avant, vous aviez des gardiens qui faisaient 72 matchs par saison à l'époque de Brodeur, le Brodeur en tête, mais il y avait vraiment le gardien numéro 1. Maintenant, vous avez un numéro 1. Il n'est jamais 1-1 complètement ou 1. Tout le monde est mis en concurrence. Ouais, mais alors, et le 2, le 3 et le 4, ils sont solides. Steph, justement, en parlant de la saison, on a une saison à 56 matchs cette année. Ça change tout quand même. C'est pas 82 matchs. Donc, dans la logique des gardiens, est-ce que tu peux t'essayes pas d'installer un gardien qui va jouer quasiment 45 matchs dans l'année parce qu'il faut qu'il soit prêt pour les playoffs et tu peux pas faire tourner autant qu'une saison à 82 matchs. Tu vois, tu peux pas faire 25 matchs chacun, quoi. Ça n'a pas de sens, je trouve. On verra. Il ne faut pas oublier que c'était aussi pour des raisons, c'est-à-dire physiques et de préserver le joueur. C'est-à-dire que peu importe que de 56 matchs, c'est sur une période qui est quand même définie. C'est-à-dire qu'elle ne s'étale pas sur la même longueur, sur une longueur de 8 mois. Elle va rester sur une longueur de 4 mois et demi. Donc l'intensité des matchs et la régularité des matchs reste la même. Donc de toute façon, les gardiens, tu ne peux pas t'amuser sur des back-to-back, sur des trucs à les faire jouer, à lui faire 3 matchs dans la semaine. Donc je pense que, peut-être me gourge, mais à mon avis, ils vont garder le même système. Parce que de toute façon, on peut espérer, et on l'espère sincèrement, que ce ne sera qu'une saison comme celle-ci, et tu ne vas pas tout chambouler. C'est-à-dire qu'il faut que tu laisses cette dynamique de… Et puis la concurrence, elle est bonne, je veux dire, parce que moi, je trouve que pour en avoir souffert personnellement, d'ailleurs, à l'époque, tu avais vraiment des gardiens numéro 1, et toi, tu étais à la langue comme ça pendant 5 ans à attendre de pouvoir jouer. Donc, c'est vrai que tout ça, tout à coup, de se mettre à faire confiance à même des gamins de 18 ans et tout ça, en disant, vas-y, là, on te prend par les oreilles, on te dit, allez, Tativa, les 2 là sont blessés, un tel est blessé, tu te retrouves, et puis là, je ne vous dis pas les conditions aux États-Unis, enfin, NHL avec 20 000 personnes, et on a vu plein de gamins arriver et faire le job. Donc après, là, sans parler de grosses blessures, d'avoir leurs 2 premiers gardiens blessés, mais non, je pense voilà, à mon avis, vu le rythme et vu le nombre de matchs quand même sur la quantité de temps restreinte, qui reste le même rythme habituel, je pense qu'on fera pareil dans toutes les équipes avec les gardiens et on ne reviendra jamais à un format ton gardien numéro 1, je suis le patron du camping, voilà, tu l'as un peu peut-être avec Price, mais avec une notion aussi voilà, en disant de toute façon, tu peux pas faire toute une saison, tu peux pas. Donc, c'est de recadrer toujours l'état d'esprit de ton gardien, que tu en as un pour chaque coach, il y en a un qui est devant, peu importe. Mais ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des super bons numéros 2 et numéro 3. Tu préserves le numéro 2. Mais oui, parce que tout à coup, ça peut devenir ton numéro 1. C'est-à-dire que ça peut devenir une des pièces. On dit que le gardien, c'est la moitié de l'équipe de hockey. Donc, ton gardien numéro 2, il ne faut pas que ça soit tout à coup fond du vestiaire et tout à coup, il devienne un individu très important dans ton équipe. Donc, non, tout ça, tu es obligé de le préserver. Voilà. Après, opinion tout à fait personnelle qui n'engage que moi aujourd'hui.
Oui, mais intéressant. Surtout qu'il y a de plus en plus de blessures. Hein. Oui, très intéressant. Surtout qu'il y a de plus en plus de blessures au poste de gardien et on fait de plus en plus jouer les deux. Mine de rien, le jeu va plus vite, les lancers sont plus forts avec les crosses qui s'améliorent. Donc, c'est-à-dire que tu as des déplacements plus rapides, tu t'étires, on pense à un quick ou autre, mais enfin, regardez tous les gardiens, les papillons, enfin, la largeur que ça prend, tu sollicites les hanches, les blessures au bas du corps seront de plus en plus nombreuses et c'est logique. C'est logique. Eh bien, la transition est parfaite, Stéphane, en parlant de Quick. On va parler des Kings de Los Angeles. Et justement, qu'est-ce qui lui arrive à notre ami Quick, Romain? Toi qui es sur place. Pourquoi il a un problème? C'est pas ton voisin? Non, si, enfin, voisin à quelques kilomètres quand même. Hein. Non, bah, il vieillit, Quick. Voilà, il vieillit. Ça a été un gardien exceptionnel qui a besoin de pression d'ailleurs pour être dans les meilleures conditions, qui est un petit peu parfois en dilettante entre guillemets, parce qu'avec le talent qu'il avait, ça pouvait suffire. Bon, enfin voilà, les Kings sont dans une période de reconstruction. Il faut juste se rappeler que l'an dernier, McClellan a fait sa première saison à la tête de l'équipe, qu'il a eu du mal au début parce qu'il partait quand même sur quasiment un champ de ruines, que ça n'a pas été facile, qu'il a terminé quand même avant la coupure de la saison avec 7 victoires d'affilée et qu'il y avait vraiment je l'attendais celle-là. Il y avait les Kings sont l'équipe avec la meilleure, en ce moment là, la plus chaude. 7 victoires d'affilée, personne n'a fait mieux. Non, mais en plus, je suis allé les voir en fin de saison. J'ai vu une de leurs victoires contre New Jersey. Enfin, voilà. Il commençait vraiment à se créer quelque chose. C'est dommage que ça soit coupé dans l'élan parce que vraiment, il commençait à cliquer quelque chose. Kempe commençait à être décisif, alors que c'est un joueur qui avait un énorme potentiel, mais qu'on n'arrivait pas à trouver. Donc, les Kings, franchement, on a des jeunes. Villardi qui a joué un peu l'an passé, qui a du potentiel. Byfield là, avec Turcotte aussi, qui a joué les mondiaux juniors, à voir comment Turcotte va être intégré dans cette équipe et comment Byfield va être intégré. Qui a marqué en finale Turcotte d'ailleurs. Voilà, oui. Donc, Canada. Et puis en demi-finale, je crois que Turcotte donne pour Byfield pour un but décisif, je crois, en demi-finale. Enfin, c'était un but des Kings quasiment. Kopitar, ça reste Kopitar. Ayafalo, c'est du potentiel, c'est jeune. Fark, moi j'aime beaucoup ce joueur. Carter, c'est bon. Ça dépend lequel on trouve. Hein. Si c'est celui qui fait son âge, ça va être plus compliqué. Mais Fark, c'est un tir exceptionnel qui peut vraiment aider les Kings. Écoute, je sais pas. Je suis peut-être pas très objectif, mais je pense que les Kings ont un truc à faire parce qu'ils vont. En tout cas, ils ne peuvent que surprendre. Tout le monde les voit à la rue. Voilà, l'équipe complètement larguée. Ils ne peuvent que surprendre et je fais confiance à McClellan pour apporter tout son savoir. C'est un entraîneur qui a prouvé et il y a peut-être quelque chose à faire pour cette équipe des Kings. Moi, je trouve que c'est intéressant à suivre en tout cas cette année. On l'a dit vieillissant, mais attention. Justement, c'est ce qu'on leur reproche aussi un petit peu, c'est qu'on laisse tous les joueurs d'expérience dans cette équipe. En même temps, c'est un petit peu la même problématique qu'à Chicago. Les joueurs qui ont gagné, on ne peut pas les chasser comme ça. Ou alors, on pourrait, mais il y a cette volonté de les garder aussi dans l'équipe. Le seul à qui on peut le reprocher, c'est éventuellement Carter, qui n'a plus le rendement qu'il avait avant, mais Kopitar, ça reste exceptionnel. Dustin Brown, ça reste quand même un joueur qui apporte énormément. Doughty en défense, il y a toujours besoin d'un Doughty en défense, qui ne vieillit pas dans la mentalité. Quick, effectivement, on dit que c'est plus exactement comme avant, mais il est capable de choses exceptionnelles. Et si les Kings ont bien fini, c'est parce qu'aussi il était en forme. Il a Petersen d'ailleurs en backup qui est parfait. La transition va se faire petit à petit. Donc oui, il y a des joueurs plus vieux à qui on a donné des gros contrats, qui sont peut-être moins motivés qu'avant, qui ont gagné 2 coupes Stanley, mais qui ne sont pas non plus à la rue. L'interrogation, c'est Jeff Carter. Voilà. Est-ce que Jeff Carter va être capable d'être à un niveau intéressant? On verra. Mais le reste, il y a un bon mix entre des vieux, entre guillemets, et puis des jeunes au potentiel. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Je suis bien d'accord. Bien, non. Oui, mais je suis archi d'accord. Puis j'ai envie de rebondir sur Drew Doughty ou encore une fois sur une équipe qui a des jeunes, des anciens, tout ça. Voilà, ça peut prendre, il peut y avoir une bonne dynamique. Moi, je crois beaucoup en Drew Doughty, au Lima Attack qui arrive, c'est bien aussi. C'est bien ça. Défensivement, moi, quand je vois les 6 défenseurs, voilà, moi, je les mets devant. On parlait tout à l'heure d'Arizona qui pourrait accrocher la 4e place. Moi, je vois plutôt Los Angeles accrocher la 4e place. Et puis, on n'a pas parlé de Dustin Brown, mais j'aime bien aussi. Non, il y a des bons joueurs. Carter, c'est solide. Puis, il y a des beaux bébés, quoi. Ça compte aussi parce qu'on a vu certaines équipes et même Arizona, justement, où physiquement, il faut que tu sois capable de répondre. Los Angeles est encore présent physiquement, même si c'est vieillissant.
Et non, ça peut faire des bonnes choses et c'est devenu une place de hockey de toute façon à juste titre. Ah oui. Et là, on a su créer quelque chose réellement. Donc, il y a une dynamique autour de tout ça et voilà, ça peut être, oui, il peut y avoir de meilleures choses, voilà, mais non, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc, de on toute peut façon, avoir une surprise. Je ne suis pas très objectif parce que j'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas passionné par les équipes globalement. Vous le savez, depuis des années, il n'y a pas d'équipe particulièrement qui me plaît. Ouais. Ce sont souvent les joueurs. Ce sont les joueurs qui me plaisent et André Kopitar et Drew Doughty sont des joueurs que j'ai toujours beaucoup aimés. Donc, je me prends beaucoup de plaisir à les regarder jouer et j'aime bien leur état d'esprit. J'aime bien Doughty. Enfin, fait partie des joueurs comme ça qui me plaisent énormément. Donc, en tout cas, moi, je les vois prendre cette 4e place, ou peut-être pas forcément la 4e, 3e, mais en tout cas, être dans les playoffs. Que Dieu t'entende, que les dieux du hockey t'entendent, Stéphane. Oui, parce que c'est des joueurs qui pourraient intéresser les équipes à la lutte. Des joueurs comme Drew Doughty, c'est une certitude que s'il était à vendre, il y aurait beaucoup d'équipes sur lui, surtout l'année dernière quand on a vu tout le caractère qu'il a montré. En plus de ça, c'est un joueur assez spectaculaire. Donc, on va revenir tout à l'heure sur les équipes que vous voyez se qualifier dans cette division Ouest. Mais peut-être une surprise à prévoir du côté des Kings de Los Angeles. On va passer à une autre équipe qui est en reconstruction, qui a montré plutôt des belles choses en plus la saison dernière. Le Wild du Minnesota qui change d'année en année beaucoup de choses. Là, on a décidé de faire de gros changements avec notamment le départ de Devan Dubnyk, gardien quand même assez historique de cette équipe du Wild du Minnesota pour faire venir Cam Talbot. Qu'est-ce que tu penses de ce remplacement, Stéphane, toi qui es gardien ? Très surprenant. Mais c'est qu'il va y avoir des problèmes de relation, peut-être Dubnyk. Enfin voilà, je vais peut-être au-delà du sport et je comprends pas forcément. On lui a proposé un vrai challenge. Dubnyk est parti du côté des Sharks. On aura le temps d'en reparler. Oui. Après, mais pour lui, d'aller du côté des Sharks, c'est un bon choix, mais de Minnesota, de ne pas le retenir et reprendre Talbot, qui a fait 3 saisons un peu plus compliquées, je ne sais pas. Moi, je suis surpris. Enfin, voilà. Après, je ne sais pas si Romain, tu as des informations différentes. Ou... Non, pas plus que ça. Bon, il a eu une saison compliquée, mais c'est vrai que le faire payer pour une saison, c'est cher payé. C'est un gardien. Une saison comme celle-ci. Une saison comme celle qui a eu lieu. Oui, qui était particulière pour tout le monde, c'est vrai. Alors, Dubnyk, ça a toujours été, je ne vais pas dire un mystère pour moi, mais c'est vrai que c'est un gardien en fait, qui a eu une carrière très particulière, qui était banale, une sorte de backup moyen avant d'aller à Minnesota, puis qui a explosé au Wild et qui a porté cette franchise dans les buts. Et franchement, ce n'était pas prévisible parce qu'on n'imaginait pas qu'il avait ce potentiel-là. Là, il a eu des difficultés, un peu comme toute la franchise, et effectivement, ils ont choisi de le transférer. Alors, il s'est peut-être passé des choses. À voir. C'est une équipe qui avait un vrai potentiel, le Wild, il y a quelques années, qui est un petit peu passé à côté qui a mangé un peu la feuille, on va dire, et qui est passé à côté. C'était même surprenant. Une grosse possibilité, quoi. Ce revirement de situation, de se débarrasser de tous les gros joueurs du jour au lendemain, on pense notamment à Stahl, qui était quand même un joueur très important de cette équipe du Wild. On a vraiment décidé de passer en mode reconstruction très rapidement. Et finalement, quand on regarde l'équipe, elle est pas mauvaise. Il y a juste peut-être au centre où il manque un vrai joueur de centre de franchise, quoi. Quand on voit Marcus Johansson, qui est un bon joueur, mais il a passé, j'ai oublié où il était au Sabre de Buffalo. Avant ça, il est passé par les Capitals de Washington. On a beaucoup de, j'aime pas trop ce terme, mais beaucoup de mercenaires quand même au centre. On est vraiment à la recherche d'un joueur de franchise, quoi. Ils ont parisé comme joueur de franchise quelque part, qui a toujours voulu revenir jouer chez lui, mais c'est vrai que pour lui ça s'est pas passé. Il est content d'être là, mais il aurait espéré plus au niveau du palmarès. Donc c'est une équipe en reconstruction. C'est une de ces équipes où on a du mal à juger le potentiel finalement tant qu'on les voit pas jouer cette année, parce que effectivement il y a trop de mouvements, trop de bases. C'est pas assez solide là pour qu'on ait vraiment un avis tranché. Enfin, c'est ce que je pense. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est difficile d'avoir une idée sur Minnesota et sur le potentiel. Oui, puis quand ces équipes, quand tu as beaucoup de changements quand même, comme c'est le cas là, c'est pas à moitié. Tout à l'heure, on a pris l'exemple de Colorado où il y a eu deux changements, mais même pas, ce sont des ajouts. Enfin, on peut même pas parler de remplacement. Là, clairement, tu mets un grand coup, tu prends une boule de bowling, là, puis tu lances la Tiva et tu vois ce qui reste. Deux joueurs de centre, 1 et 2. C'est compliqué. Voilà. Il faut du temps pour construire une équipe. Il faut du temps. Alors après, on a toujours cette histoire de Vegas où il n'a pas fallu de temps. Mais normalement, il faut un peu de temps pour que la mayonnaise prenne. Est-ce que ça reste Vegas exceptionnel ou pas? On le verra la saison prochaine avec la nouvelle franchise, si c'était vraiment ce système-là qui permet de voir ça. Mais ce qui est certain, c'est que sur une équipe qui n'est quand même pas toute jeune, Minnesota, c'est de réussir
effectivement, à garder des joueurs, à créer un groupe, quand même une base et autour de ça, de venir construire. Et là, c'est vrai que c'est un peu, voilà, c'est pas, ça manque. C'est les joueurs qui sont partis, reviennent. Après, quand tu regardes, tu as des beaux noms quand même. Hein. Tu as des bons joueurs, mais voilà, est-ce que ça va prendre? Moi, j'y crois pas trop et je les vois pas en play-off. Tu parlais d'interrogation, Romain. Il y a une vraie interrogation aussi autour de Kirill Kaprizov, qui est censé être la nouvelle star de cette équipe du Wild du Minnesota, qui a été étincelant en Ligue russe. Bah, là aussi, on attend de voir si ça va bien se passer en NHL cette saison. Donc, équipe à surveiller. Beaucoup d'interrogations autour de cette équipe du Wild du Minnesota. Il faut aussi souligner un Kevin Fiala étincelant la saison dernière, que ce soit lors de la reprise, même avant, lors de la saison régulière. C'est un super joueur, Kevin Fiala, et ça va être intéressant de le suivre. Sur les ailes, en tout cas, il y a quand même une belle profondeur. Hein. Fiala, Zuccarello, Bjugstad qui vient des Penguins de Pittsburgh, Hartman, ça reste quand même, en tout cas sur l'aile droite, même sur les ailes, hein, ça reste une belle équipe. Potentiel, mais on a du mal à se projeter. Donc, à eux de nous faire changer d'avis. On va maintenant passer à une équipe qui nous avait vraiment déçus la saison dernière, les Sharks de San Jose qui ont fini dans les bas-fonds de la Ligue. Ils ont eu une récompense, c'est qu'ils ont eu un très bon choix de draft, finalement, qu'ils n'ont pas eu dans l'échange avec Eric Carlson. Le choix s'en est allé finalement au sénateur d'Ottawa. Donc vraiment une saison à oublier pour les Sharks de San Jose. Et il est parti finalement aux États-Unis avec vous dans vos bagages. J'ai envie de dire le gardien des Sharks de San Jose, Martin Jones. Vous aviez commenté ces finales, Stéphane et Romain, avec les Sharks de San Jose face aux Penguins de Pittsburgh. Et depuis, on l'a perdu, Martin Jones, et on a décidé de ne plus lui faire confiance. C'est étonnant, ouais, c'est vrai que c'était un super gardien, extrêmement décisif, spectaculaire, qui avait grandi dans l'ombre de Quick à LA, hein, parce que je crois même qu'il a gagné la Coupe Stanley en tant que backup de Quick en 2012, et derrière il a prouvé que c'était un numéro 1 en fait, vraiment, il portait cette équipe hein, qui avait un énorme potentiel offensif, évidemment, on le savait, avec Marleau, Stanton, Couture, donc qui est encore là, mais lui vraiment était le plus, la clé de voûte du système qui fonctionnait. Et on l'a perdu. Donc là, il y a Dubnyk qui arrive dans ses pattes. Je ne sais pas, Stéphane, à ton avis, comment on va gérer le poste de numéro 1 des gardiens? Moi, je crois encore en Jones, mais on a l'impression que c'est le mental. Ouais. Donc peut-être que l'arrivée de Dubnyk va le booster ou au contraire va le faire craquer. Non, ça ne craquera pas. Quand on est là, quand tu arrives à une HL à ce niveau-là, pour n'importe quel type de joueur, sincèrement, même quatrième ligne ou autre, tu as quand même un mental d'acier et tu as passé ta vie depuis les petites catégories. Peut-être plus pour un gardien que pour un joueur, mais voilà, essayer d'avoir cette place de numéro 1 et tout ça. Tu as été numéro 1, numéro 2, tu as vu des finales où tu étais sur le banc, où on te donne du temps de jeu et tu prends tout ce qu'on te donne. Après, bien sûr, mentalement, tu prends un statut de gardien numéro 1 et mentalement et psychologiquement aussi, tu peux évoluer et de mauvaise façon aussi. Hein. C'est-à-dire devenir un peu con. Et puis, effectivement, mais ça peut aider. Du coup, mais je ne vois pas de toute façon faire plonger parce qu'on te met quelqu'un dans les pattes. Au contraire, tu vas avoir envie de te tirer la bourre. Et souvent, il faut savoir que ces gardiens s'entendent bien entre eux. Ce n'est pas une guerre. Les mecs ne se foutent pas des bourre-pifs. Ce n'est pas la guerre du tout. Ce n'est pas ce que tu peux retrouver dans d'autres sports. Là, il y a vraiment un truc de complicité des mecs. Enfin, je veux dire, quand ton pote joue mal sur la glace, tu es emmerdé pour lui, tu le remplaces, tout ça, mais il n'y a pas, tu as bien fait pour sa gueule, il a joué comme un. Non, il y a un état d'esprit d'équipe, le truc est sous. Alors, pas toujours, mais voilà, tu as une. Et tu peux à deux travailler et t'améliorer et tu n'es pas obligé de te foutre sur la tronche pour avoir la place de numéro 1. Et donc, ça peut être dans les deux sens. De toute façon, est-ce qu'on va partager encore une fois le temps de glace sur les 56 matchs? Est-ce qu'ils vont en jouer 28 chacun? Est-ce que, à mon avis, on va aller vers ça de toute façon? Et c'est qu'on verra de plus en plus dans toutes les équipes. Regardez l'année dernière, déjà, le nombre de coachs qui ne savaient pas quel serait leur gardien partant pour les playoffs et qu'ils font sur les 10 derniers matchs pour voir lequel sera le partant. C'est de plus en plus. Avant, tu ne te posais pas la question. Je veux dire, il y a encore 10 ans, c'était le gardien numéro 1 était défini. Il pouvait se blesser pendant un mois, jouer comme un con pendant 3 semaines avant les playoffs. Il faisait le premier match des playoffs. Il fallait vraiment qu'il fasse 3 matchs de suite de merde de playoffs pour qu'on le sorte et qu'on le mette sur le banc. Parce que c'était c'est peut-être aussi, Stéphane, parce que le niveau des gardiens a monté, c'est homogénéisé. Et donc maintenant, ils sont tous à un niveau tellement exceptionnel que tu ne peux plus en laisser un derrière. Enfin, tu n'as pas de backup qui n'a pas le niveau, quoi. Enfin, en tout cas, qui est en dessous. C'est plus compliqué, quoi. C'est exactement ça. Le niveau a vraiment monté. Il y a de plus en plus de bons gardiens. Et là, voilà, après, c'est là-dedans. Et la tête. C'est d'être fort, de prendre des buts comme l'était Christophe Baluette, qui était. Mais c'est des mentales d'acier. Moi, je me souviens des matchs qu'il avait fait sur ses premiers matchs. Il va jouer à Colorado quand il jouait au Kings, justement.
il prend, je ne sais plus, 3 buts. Il a Rouen de l'autre côté. Non, c'était plus Rouen. Si, non, peu importe. Mais il prend 3 buts dans le premier tiers ou 2 buts, mais pas dans le premier tiers, dans les 3 premières minutes. Et après, il ferme la porte et il gagne le match. Ouais. C'est-à-dire que là, dans ta tête, si tu commences à te dire, j'ai joué 3 minutes, je fais 20 minutes, ça veut dire que je prends 9 buts à la fin du premier, 9 fois 3, 27. Non, mais mauvais calcul. 7-0. Non, mais tu peux calculer comme ça. Et quand tu es fort, tu te dis quoi? J'en ai pris 3 là, mais les mecs, c'est fini. Je ferme la porte. Et là, je me remets dans le match et je recommence, dans le même match. Et là, tous les gardiens qui ont cette capacité-là, chapeau. Et on l'aura aussi de plus en plus que mentalement, les mecs sont préparés et qu'on t'apprend à oublier ce qui s'est passé avant et pas d'être là, tout de suite de repasser sur le jeu. Et c'est facile à dire, à appliquer, c'est compliqué. Surtout, encore une fois, si tu as 20 000 personnes, plus tes potes, parce que tu as beau être le numéro 1, quand tu prends des buts de merde, tes potes, ils te regardent de travers. Donc là, déjà, tu sens que le truc… Et là, tu transpires déjà beaucoup, mais tu transpires encore plus. Donc, voilà, ce poste-là, bien sûr, comme tu as dit, Romain, il a énormément évolué. Il continuera à évoluer. Et de ce fait, je pense que voilà, on aura de plus en plus de concurrence. Voilà, et non seulement parce qu'on parle du 1 et du 2, mais le 3 et 4 qui sont derrière ou en Ligue mineure ou autre, que les coachs appellent pour montrer qu'ils s'occupent d'eux, qu'ils les suivent, qu'on a vu que tu avais bien joué 3 trucs, pour que le jour où ils montent en Ligue nationale, le mec, il n'arrive pas en disant « on ne m'a pas vu ». Non, il m'a suivi, il m'a appelé, il a dit que j'avais bien joué les 3 matchs. Et il appellera aussi quand il ne joue pas bien pour lui dire « tiens, il y a une petite main ». Pour montrer qu'il suit, pour le mettre en confiance et le préparer. C'est-à-dire qu'on n'isole plus ces joueurs qui n'étaient pas des joueurs clés. Et globalement, dans le sport pro, justement, on commence à donner de l'importance à tous les joueurs, même ceux qui sont sur des périodes ou plus vieux, ou peu importe l'âge, mais un peu en dessous des leaders. Mais on les traite bien aussi. On les traite comme des joueurs qui peuvent, et à juste titre, si tu as beaucoup de blessés, on en a parlé tout à l'heure pour certaines équipes, ces joueurs-là peuvent devenir des joueurs clés du jour au lendemain. Donc, il y a quand même une espèce de respect qui s'est créé et de fonctionnement et de professionnalisation, de toute façon, du système global sur la gestion des joueurs. C'est pour ça que la saison de Jones va être très intéressante du côté des Sharks. On va voir comment lui va rebondir là, parce qu'il est clairement mis dans la balance. Oui, complètement. Et après, ils font des bons matchs avec alternance, il y a la pression, ils savent la tenir. Et voilà, on aura 2 gardiens. C'est surtout de se dire lequel jouera les playoffs. Mais bon, pour moi, je dis qu'ils n'iraient pas. Donc, mais voilà. Dans l'absolu, c'est le seul souci du coach cette saison. Voilà. De toute façon, c'est déjà d'aller chercher les playoffs, ça c'est sûr. Et après, on verra pour le choix du gardien. Et quand on regarde l'alignement des Sharks de San José, on voit un nom qu'on connaît bien du côté de San José, Patrick Marleau, qui fait son grand retour, qui fait son grand retour et qui pourrait battre, je crois bien, cette saison, le record du nombre de matchs joués en NHL, qui est quand même un sacré beau record à aller chercher. S'il les joue tous, évidemment, on touche du bois parce que quand même, ce serait une belle marque de passer pour Patrick Marleau, qui, lui non plus, n'a pas gagné de Coupe cette année. Et là, il fait peut-être une croix sur le titre en retournant chez lui à San José, très vraisemblablement. En tout cas, il va falloir que ses coéquipiers augmentent leur niveau de jeu. En tout cas, Timo Meyer, Thomas Hertel, parce que tout ça, c'est des joueurs qui étaient en finale de conférence en 2018. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Kevin Labanc, pareil, qui avait vraiment montré un beau potentiel. Il y a vraiment de très bons joueurs. Et l'année dernière, il n'y a vraiment rien qui a pris. Alors, il y a un gros potentiel offensif avec Evander Kane. Donc, on sait de quoi il est capable quand il est dans le bon état d'esprit. Logan Couture, qui est devenu le leader de cette équipe, le capitaine, d'autant plus avec le départ de Stanton. Voilà, potentiel offensif, mais ça s'est écroulé l'an passé de manière assez étonnante. Donc, ils sont en quête de rachat, les Sharks. Ça sera peut-être un petit peu court. Oui, après la 3e et 4e ligne, c'est un peu court. Bon, par contre, on aura toujours derrière le plaisir d'avoir Brent Burns. Ça, c'est bien. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et Carlson, Carlson et Brent Burns. C'est vrai. 2 joueurs de grand talent. Une autre équipe qui devrait normalement se qualifier pour les séries éliminatoires, les Blues de Saint-Louis, qui ont perdu leur capitaine, Pietrangelo, qui s'en est allé du côté des Golden Knights de Las Vegas et qui ont choisi Torrey Krug pour le remplacer. C'est pas mal quand même. C'est pas le même gabarit, c'est pas le même style de défenseur. Voilà. Mais, plus offensif. Voilà, plus offensif, un peu moins tour de contrôle, mais c'est intéressant. C'est un défenseur que j'aime beaucoup, qui va découvrir la conférence Ouest. Alors, oui, plus ou moins, parce que c'est un peu redispatché, mais oui, qui va changer d'horizon. Saint-Louis avait été l'équipe surprise qui avait gagné il y a 2 ans.
et qui garde quand même un énorme potentiel. Donc ça existe toujours. À voir si Billington, on en revient au gardien, va être capable de retrouver complètement son niveau de cette année incroyable où il les avait emmenés jusqu'à la coupe, quoi. Parce que finalement, Binnington et Matt Murray, on a l'impression qu'ils suivent un petit peu la même trajectoire. Excellent lors de leur première apparition en séries éliminatoires. Et puis finalement, sur la durée, ça se complique. On a vu Binnington vraiment en difficulté la saison dernière en play-off. Et voilà, va falloir qu'il confirme cette saison. Stéphane, comment t'expliques ça? Bon, j'explique ça, c'est déjà merveilleux ce qu'ils ont fait. Donc après, oui, là, on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est une histoire de régularité, hein, d'être capable de jouer bien tout le temps. Il l'a fait sur des périodes très longues lors du titre il y a 2 saisons, donc pour le titre avec les Blues. Bon, après, on parle de Murray aussi. Pareil, Murray l'a fait 2 fois d'affilée. Et puis après, il y a un ensemble de choses. On regarde beaucoup le gardien, mais l'équipe jouait bien. Et Romain a juste titre que c'était vieillissant du côté de Pittsburgh. Donc voilà, après les saisons, ça se joue, encore une fois, ça se joue à tellement peu de choses d'aller plus loin. Un match perdu, le mauvais, en fin de saison, ou sur les playoffs, un mauvais but, un mauvais match, ça se joue. Tous ces matchs, quelles que soient les équipes, en tout cas, bien sûr, arrivant en playoff, même l'importance de la saison régulière, ça se joue à des tout petits détails. Donc c'est tellement peu de choses. Voilà, tu as des défenseurs avec qui tu t'entends mieux, qui est blessé aussi. Voilà, c'est compliqué. Après, ça n'enlève rien sur ce qu'ils ont fait. Moi, je crois que quoi qu'il arrive, oui, on a envie, bien sûr, de faire des perspectives et de regarder un petit peu, mais il faut surtout regarder ce qu'ils ont été capables de faire, dire qu'il a fait. Et voilà, oui, ça a été plus difficile. Donc, on analyse sur le passé et sur le futur. Bon, bien sûr, on a envie que ça se passe bien pour lui. Maintenant, voilà, pour moi, il n'y a pas de… Pour l'analyser, c'est compliqué. Très sincèrement, c'est compliqué. Ouais. Il y a tellement de facteurs, pas extérieurs, mais de jeu, des faits de jeu qui font que voilà, ta saison, sur 3-4 trucs pourris, elle est pourrie. Je vais prendre les exemples de football parce que c'est le plus parlant. Comment s'appelait le gardien du PSG, l'Allemand, là, qui a pris un seul but contre Barcelone, là, où il est lobé. Ouais. Trapp, il prend un but. Après, tout le monde, le mec est quand même super bon. Et on se souvient juste de son but pourri, quoi. Donc, voilà, il y a des faits de jeu qui sont marquants, qui peuvent, voilà, et qui peuvent jouer sur une saison ou même plus, et qui peuvent te courir après. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'intrinsèquement, tous ces joueurs-là sont des joueurs de super qualité, avec des styles totalement différents. Moi, je ne suis pas fan du style de Murray, peu importe. Mais à l'arrivée, en termes de résultats, les deux, Binnington, Murray, tout ça, c'est solide. Les mecs il faut avoir un citron d'acier, sérieusement, pour aller affronter ces trucs-là, parce que ce sont des mômes. Moi, je peux le dire, c'est ça. Je suis un vrai vieux maintenant. Ce sont des gamins, quoi. Ce sont des mômes. Et tu dis, le mec, il y va, tu es dans les buts, et pour voir qui t'a remplacé aussi avant, quoi. Parce qu'avant, il y a eu pendant 4 années la meilleure paire de gardiens de la Ligue nationale. À Saint-Louis, et le mec arrive et il prend la place et il fait le job, quoi. Bon, l'année d'après, il y a un petit coup de rhum, les sous-voirs de saison, et puis regardons une carrière sur 10 ans, là, les cours de sa carrière. Mais du coup, en tout cas, voilà, tout ça, j'ai été très long, mais j'explique pas j'explique si par des faits. Mais très intéressant. Mais la qualité intrinsèque de ces mecs-là, elle est là. De toute façon, t'es pas en Ligue nationale si t'es un jambon de Bayonne. Bonjour les Bayonnais, Abibas. Romain, on a remplacé Edmundson par Justin Falk et Pietrangelo par Torrey Krug. Ça reste quand même des défenseurs de qualité, mais c'est vrai que là, on est sur des défenseurs plus offensifs. Oui, mais Pietrangelo, c'était quand même, ça avait son importance offensivement aussi, en power play notamment. Non, mais ça reste une équipe extrêmement intéressante et dangereuse. Faut se rappeler que l'année où ils gagnent la Coupe Stanley, donc il y a 1 an et demi, c'est pas si vieux. C'est quand même ils ont eu tous les clignotants au vert. Il s'est passé une alchimie incroyable. Ils étaient derniers de la ligue en décembre, début janvier. Même début janvier. Dernier de la ligue, quand même. C'est exceptionnel. Ils ont fait une remontée, ils ont changé d'entraîneur, Berube, ils ont fait une remontée incroyable. Ils sont allés gagner la Coupe Stanley, donc on sentait qu'il y avait une sorte de miracle, en tout cas c'était mérité, mais de miracle quand même, avec O'Reilly qui a enfin trouvé sa place dans une équipe vraiment, avec David Perron qui a, je trouve, trouvé une deuxième jeunesse, parce que c'était un bon joueur, mais qui s'était un petit peu perdu, qui était parti plusieurs fois de Saint-Louis, et qui n'était pas finalement au niveau où on l'espérait, et là il l'a retrouvé. Donc tout s'est mis en place pour eux, cette année du titre. On peut pas leur demander de gagner tous les ans dans des conditions aussi exceptionnelles. Peut-être que l'année où ils l'ont gagné, ils ont bénéficié d'une réussite, on ne va pas dire chance, ça n'existe pas, d'une réussite incroyable. Donc ça reste quand même une équipe au talent indéniable et qui va faire mal encore cette année. Est-ce qu'ils peuvent regagner la Coupe Stanley avec cette équipe-là? Je ne crois pas.
Je ne crois pas, parce que je pense qu'ils étaient vraiment dans une année exceptionnelle. Mais on avait dit ça des Kings en 2012, qui l'ont regagné 2 années après. Et ils se sont mis dans des conditions incroyables de play-off, alors qu'ils n'avaient pas été très bons en saison régulière. Donc peut-être que les Blues aussi. De remontada. Et puis de prendre la 8e place juste à l'avant-dernière journée des playoffs. Hein. Voilà, c'est des et d'aller chercher la deuxième coupe. Donc non, mais clairement. Ça s'explique pas des fois. Donc peut-être que les Blues arriveront à faire un deuxième miracle. Ça reste quand même une équipe extrêmement forte qui sera, on l'a déjà abordé un peu tout à l'heure, dans les 3 premiers théoriquement de cette division, parce que, comme on l'a dit, il y a un fossé entre les très bonnes équipes et les autres dans cette division ouais, ouest. Parce que Jaden Schwartz était vraiment en état de grâce pendant les séries éliminatoires. Il avait marqué plus de buts en play-off que pendant la saison régulière. Ouais, donc ça c'est bon, c'est pas normal quelque part. C'est pas normal. C'est qu'il y a un truc, quoi. On va suivre cette équipe des Blues de Saint-Louis. Maintenant, on va passer à l'une des équipes favorites de cette division ouest, les Golden Knights de Las Vegas, qui ont réussi à prendre Alex Pietrangelo. Ça, c'est une énorme acquisition pour cette équipe. Oui, Steph. Oui, bah oui, bien évidemment. Un peu cher, peut-être. Grosse dépense, ça peut bloquer sur d'autres choix plus tard, on verra. Mais oui, non, mais tu l'as sur le marché. Lui, il s'est mis sur le marché, il avait raison. Enfin, je veux dire, c'est solide, ça fait partie des top défenseurs. C'est le top 4 de la NHL. Il est sur le marché, tu le prends. Oui, tu as tout intérêt, oui. Non, mais c'est un bon choix. Et pareil, on parlait tout à l'heure des 2 équipes qui ont été solides la saison passée, donc Colorado et Vegas, ils n'ont pas changé grand-chose non plus, quoi. Ils prennent juste 2 joueurs, hein, mais les bons, quoi. Ce dont on a besoin, on ne change pas l'équipe où il y a une bonne ambiance. Pareil, on est dans une dynamique qui est correcte. Tu fais des petits changements, même si tu as quand même évincé quelques joueurs, mais tu n'as que deux nouveaux arrivants. En défense, c'était le besoin de Vegas. Et c'est. Et puis chaque année, des perturbations. Vas-y Romain, on t'en prie, non, c'est évidemment. Bon. En tout cas, chaque année, du côté des Golden Knights de Las Vegas, on ramène une star. Hein. Il y a eu Mark Stone l'année dernière, il y a Pietrangelo, mais où vont-ils s'arrêter? Parce que là, ils donnent des gros contrats, des super joueurs. Il va falloir gagner vite parce que sinon, ça va commencer à tourner cette histoire. C'est un peu le casino Vegas. C'est vrai que c'est all-in un peu à chaque fois. Joli. Donc la première année, ça a failli marcher. Ils sont allés jusqu'en finale de Coupe Stanley. Deuxième année, ils se sont fait un petit peu voler par les Sharks. Hein, on s'en souvient. Après, on ne va pas revenir sur ce match-là, mais ils auraient dû se qualifier. Et puis, il y a eu une décision arbitrale qui a vraiment changé la donne, on va dire. Ils gagnaient 3-0 dans le troisième tiers. Incroyable. Voilà, et puis une pénalité, ils prennent une majeure, je ne sais plus quel joueur prend une majeure pour une faute où il aurait dû prendre une mineure. Et résultat, résultat, il y a 3 buts pris en majeur. Enfin bon, des circonstances incroyables qui font qu'ils se font éliminer de manière un peu prématurée. L'année dernière, ils vont en finale de conférence. Donc il y a vraiment quelque chose dans cette équipe. Il se passe quelque chose. Et ils font toujours les bons choix. Pietrangelo cette année, Alec Martinez l'année d'avant. Voilà, exactement. Stone, on l'a dit, qui est arrivé offensivement l'année précédente. Donc il y a toujours les petits choix, les petits ajustements. Les nerfs dans les buts là, qui arrivent pour faire la lutte avec Marc-André Fleury. Donc c'est une équipe qui effectivement est bâtie intelligemment depuis le début. On parlait de l'année de l'expansion et qui peut aller chercher quelque chose. Peut-être qu'il y aura des jours où ils vont peut-être déchanter dans quelques années, quand il faudra un petit peu rattraper tous ces contrats et toutes ces choses. Mais là, ils sont clairement ils font partie des équipes favorites pour aller jusqu'au bout. Stéphane, Lehner-Fleury, meilleure doublette de la Ligue? Je n'ai pas les noms des 62 gardiens devant moi, là. Mais Mais c'est du solide. Non, mais rapidement, je regarde. Oui, c'est solide. Oui, c'est solide. Oui, c'est solide. Mais de toute façon, à partir du moment où vous avez des numéros 1, enfin, ou 1 ou 1,5, enfin, ou demi, ou comme on veut, l'un ou l'autre, tout à l'heure, comme quand on parlait de Montréal ou Toronto, enfin, quand tu as des gardiens numéro 1 qui sont solides, à côté, le jeu est plus facile aussi pour le gardien numéro 2 sur les matchs qu'il va jouer, quoi. Ce qui sait qu'il faut qu'il soit bon, il n'a pas non plus besoin de faire l'absolu pour aller piquer la place du mec devant. Il faut juste qu'il soit là pour compléter cette doublette de gardien et faire le taf quand on lui demande, quoi. Donc oui, c'est une des belles. Voilà. Après, on verra sur les résultats, mais je suis en train de regarder en même temps toutes les équipes. Hein. Mais parce que Fleury semblait avoir perdu sa place pendant les séries éliminatoires au profit de Robin Lehner. Ça aussi, ça va être intéressant à suivre. Plus que semblait.
Mais oui, très clairement, ça, bien sûr que ça va être intéressant. Mais encore une fois, c'est une bonne concurrence et je me répète, on l'aura de plus en plus. C'est-à-dire que tu n'installeras plus des mecs dans des fauteuils de premier comme tu avais Broder ou voilà. Donc on aura plus ce type de ou Curtis Joseph ou Asek ou les mecs qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'était les rois du camping. Ou même Quick à une époque. Hein. Même Quick à une époque, exactement. 12 matchs il y a quelques années encore. Il a 35 ans, complètement. Voilà, ce sont les gardiens qui sont encore en activité et qui ont eu à un moment donné. Ou Barrasso, enfin voilà, il y a la liste est longue de numéro 1 qui est fait. Lundqvist devait faire des saisons à 70 matchs aussi il y a 5-6 ans. Mais non, mais c'est le mec sur des fauteuils. C'est ce format-là, peut-être encore une fois, je me trompe, mais je pense qu'il est définitivement terminé. Mais je reprends encore un parallèle avec le foot qu'on connaît mieux en France. Regardez l'évolution du poste de gardien en France aussi. Hein. Les Coupes de France, avant, on faisait jouer tous les matchs aux gardiens. Là, on partage les Coupes de France, Coupe de la Ligue, on donne du temps de jeu pareil parce que déjà, c'est beaucoup plus logique. On en revient à ça. Si tu as un blessé et tout à coup, ton numéro 2 qui était au placard, au fond du vestiaire, donc tu n'en as rien à foutre, à qui tu files 3 balles et tu veux que ça devienne le roi du camping, c'est compliqué. Donc, voilà. En tout cas, pour répondre, oui, c'est une belle paire de gardiens. Hein, et c'est important. Et c'est important. Et je regardais aussi le reste de l'équipe, ouais, c'est solide. Mais ce qu'a soulevé Romain est très important aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure des histoires financières. Et là, ils ont la chance d'être une jeune équipe et d'avoir, encore une fois, on leur a mis dans les meilleures conditions cette première année de création d'équipe avec les choix, etc. Mais ils vont commencer à rentrer dans les problèmes de gestion, justement, tiens, on a signé 11 patates un mec, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On en fait quoi ? On le met comment ? On le met au rencard ? On ne peut pas prendre un tel. Donc, ils vont connaître les mêmes problèmes de recrutement dès la saison prochaine ou celle d'après. Ça va aller très vite. Il va falloir gagner vite du côté des Golden Knights de Las Vegas. Avant de se quitter, messieurs, un petit pronostic. Il faut choisir 4 équipes pour se qualifier en séries éliminatoires et une équipe pour aller en demi. Bon, on va peut-être pas se poser la question tout de suite parce que ça risque d'être difficile de choisir entre Colorado et Vegas. Mais déjà, 4 équipes pour se qualifier pour les séries éliminatoires, ça risque d'être compliqué pour la 4e, on va dire. Oui, c'est ça, parce que les 3 premières, je pense qu'on est tous d'accord. On se trompera peut-être, hein, parce qu'il peut y avoir des surprises et c'est ça qui est intéressant. Mais je pense qu'effectivement, Vegas, Saint-Louis, Colorado, ça prend les 3 premières places. Et la 4e, écoute, alors allez, on va tenter les Kings, peut-être sur une continuité, ou San José sur un réveil. Voilà. Ouais. Ce serait une vraie surprise. Les Kings de Los Angeles, ce serait intéressant. L'aviron bayonnais. Non, mais tout à l'heure, j'ai dit je remonte Bayonne, donc je vais au moins leur donner une 4e place dans les playoffs à l'aviron bayonnais. Non, plus sérieusement, oui, Los Angeles, je l'avais dit tout à l'heure, hein, les 3, c'est clair. Voilà. Oui. Enfin, après, c'est clair, il va se passer tout à fait autre chose. Mais Vegas, Saint-Louis, Colorado et oui, Los Angeles. Oui. Au moins, on est sûr pour ces 3-là. Ouais, je suis d'accord avec vous. 2 fois, on est d'accord avec Romain. C'est exceptionnel. Non, la 4e, on s'est foutu sur la tronche parce qu'on n'était pas d'accord. Je peux vous dire que c'est une soirée incroyable. Non, moi, pour la 4e, je vais dire autre chose que vous. Comme pour la précédente division, je vais dire le Wild du Minnesota, tiens. Parce que j'aime beaucoup la défensive du Wild. J'aime beaucoup la défensive du Wild, mine de rien, avec les Jonas Brodin, les Spurgeon, tout ça. C'est du joueur que j'affectionne particulièrement, qui reste assez solide. Mais bon, ça va dépendre aussi de leur nouvelle acquisition devant les filets. On verra bien. Un grand merci, messieurs. C'est la fin de cette émission Hype. Un grand merci d'avoir participé à l'analyse de cette division Ouest. Merci, Romain. À la prochaine. Tu vas aller à la plage maintenant? Ouais, il y a un peu de travail quand même. Ouais. Oui, puis il y a la situation aussi, j'imagine. Il faut faire attention aussi, comme partout. Exactement. Donc vivement la semaine prochaine, vivement les prochains jours là, que la NHL reprenne, ça va nous faire du bien aussi de retrouver ses petites habitudes. Ouais, exactement. Ça va être sympa. Et en plus, à des horaires plutôt corrects pour toi. Ça, c'est mieux. Ouais, mais oui. Après, la nuit, c'est bien aussi. En France, tu es tranquille. Hein, personne t'embête. Hein. Donc, c'est autre chose. C'est le lendemain matin que tu es embêté. C'est-à-dire que tu n'embêtes personne, mais toi, le lendemain matin, c'est vrai. Mais tu te gères toi-même. C'est ton problème. C'est vrai. Un grand merci, Stéphane Clou. Salut à tous. Merci à vous, Charles. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite des analyses des différentes divisions. Il nous reste la centrale et l'Est à faire. Salut à tous, bonne soirée. The 1-2. Chop toward third. It's a base hit and an RBI for Jeter, and the Yankees lead 3-0. And they toss that ball into the Yankee dugout in case it's his last one. James holding, throws it in the love, guarded by Barnes. Love a little jump hook, short, rebound Green. I'm here, you here. I'm a Rave, it's on. All year, every year. Yes, sir.
greatest quarterback, Tom Brady. I can't hear you. What's up, Laker Nation? We are here to celebrate greatness for 20 years. I'm so proud of our guys, our coaches, the team. I mean, it's unbelievable, you know, what these guys have accomplished all season. I'm just proud to, you know, be a part of this great group. Oh, yes he is. But I tell you, he's unbelievable. Okay, you get in transition. Steph Curry stop and pop. Everything out of me. They gonna get a Super Bowl out of me. Believe that. Believe that. All I can do here is just thank you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration.